voulais faire cette vidéo pour faire un état d'avancement sur le projet, donc sur le programme Mayele Yamotema, qui est un programme qui est en cours de construction dans le cadre du groupe Facebook 3 tomes de nourriture dans ton jardin. Et la dernière fois, je ne m'étais pas présentée professionnellement parce que j'ai du mal à me mettre en avant, mais puisque l'objectif, c'est de travailler ensemble et que on puisse faire confiance à ce projet et donc de travailler avec moi, je vais me plier à l'exercice. Donc aujourd'hui, je suis ingénieure spécialisée en innovation. Ingénieur, c'est l'activité des entreprises qui concerne la création de tout ce qui est nouveau, les nouveaux produits, les nouvelles solutions, des nouveaux services, mais aussi des nouvelles solutions à des problèmes techniques. C'est un pan de l'activité industrielle qui est de plus en plus important parce que pour être compétitif, parce que, il faut être de plus en plus réactif. Et donc, on a besoin dans le domaine de l'ingénierie, d'avoir des personnes qui sont spécialisées pour aborder des nouveautés. Et donc, dans ce domaine-là, il faut avoir de la créativité, c'est-à-dire avoir une capacité d'imagination, d'invention, pour trouver quelque chose auquel les autres ou les personnes avant nous n'avons pas pensé. Et puis aussi, il faut savoir s'inspirer de ce qui s'est fait avant ou ailleurs pour pouvoir le ramener, le transformer et en faire quelque chose de nouveau. Le plus grand exemple aujourd'hui, c'est le smartphone que tout le monde utilise. À la base, c'était un téléphone et le fait d'avoir transformé l'écran en clavier et permettre de pouvoir toucher sur l'écran. C'est une innovation qui a changé, révolutionné le monde de la téléphonie. Elle a demandé beaucoup d'expertise technique, mais au départ, il fallait bien penser à cette idée d'utiliser son écran comme clavier, qui a été fait la première fois par Apple et qui maintenant est repris par l'ensemble des constructeurs téléphoniques. En fait, avant d'être spécialisée dans l'innovation, j'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie où j'ai eu plusieurs casquettes, notamment bonsoir, bonsoir Tatou Kabeya. Oui, notamment j'ai travaillé comme chef de projet dans les industries d'armement, du spatial et de l'automobile, surtout de l'automobile. Et je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle les projets critiques, c'est-à-dire les projets pour lesquels, qui sont en retard, les projets qui sont difficiles techniquement, les projets qui sont, on va dire, à l'échec depuis le départ. Et ça a été ma spécialité avec un grand nombre de réussites dans pratiquement la grande majorité de mes projets. Et ensuite, j'ai eu une expérience moins réussie dans la création d'entreprises, notamment en PME et pour une start-up. J'ai pas forcément, on va dire, j'ai pas forcément bien réussi mon coup, puisque les entreprises a dû fermer, mais j'ai une expertise assez poussée dans tout ce qui est la modélisation économique, dans les business plans, la force de vente, le marketing. Et c'est cette expérience aujourd'hui que j'utilise pour mon conseil auprès d'autres entreprises. Parce qu'à la base, je suis docteur en génie électrique et donc j'ai des solides bases en recherche et développement. Et ça a été un atout dans tout mon parcours professionnel puisque j'aborde toujours les problèmes avec une démarche scientifique. Et j'ai appris depuis peu qu'en fait, je suis aussi ce qu'on appelle multipotentiel, c'est-à-dire que je suis incapable de de regarder une situation telle qu'elle est. On va dire, mon cerveau m'oblige de toujours regarder à 360 degrés, de regarder tous les aspects de la problématique. Et c'est un profil qui aujourd'hui est très recherché dans les entreprises parce que on a de moins en moins le droit à l'erreur. Euh, Raphaël me dit que c'est coupé ou figé. Je ne sais pas si... j'ai l'impression que non, de mon côté. Je continue. J'espère que Raphaël, tu pourras nous rejoindre.
Merci Lambert. Oui, je m'améliore. En tout cas, au niveau technique, je m'améliore, c'est certain, parce que là, ça a marché d'un seul coup. Alors, juste pour poursuivre sur, on va dire, le fait d'aborder les projets à 360 degrés, c'est une démarche qu'on appelle holistique. Et cette démarche donne le maximum de chances de réussite au projet ultérieurement, parce qu'on n'a pas, on prévoit le maximum de problèmes à l'avance, et donc on les résout dans l'œuf avant d'être confronté dans la réalité du projet. Et, euh, et cette méthode, c'est celle que j'ai utilisée par rapport au problème de la malnutrition en République démocratique du Congo, parce qu'il y a 4 ans, on m'a sollicité pour aider à lutter contre ce fléau. Et à l'époque, je ne savais pas répondre parce que ben, c'était pas mon sujet et je ne connaissais pas. Et donc, ben, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai essayé d'analyser la problématique. J'ai notamment créé le groupe Facebook 3 tonnes de nourriture dans ton jardin pour pouvoir discuter avec des personnes qui se trouvent un peu partout en République démocratique du Congo et dans le monde, et puis proposer des technologies et des solutions qui sont en Afrique, mais aussi sur d'autres continents, pour voir si elles pouvaient être intéressantes dans la problématique. J'ai fait tout ça là dans un cadre bénévole, le soir et les week-ends. Et j'ai calculé récemment que j'ai dû consacrer 1600 heures à la thématique. Et aujourd'hui, je suis, on va dire, en mesure de présenter ma copie, c'est-à-dire une réponse à la problématique de malnutrition qui soit innovante et holistique, dans le sens où elle prend en compte la grande majorité des problèmes, et ils sont surtout la grande majorité des aspects, parce que la plupart du temps, la malnutrition est vue par les différents intervenants par le prisme de leur propre métier. S'ils sont agronomes, ils vont voir le problème par rapport à l'agriculture. S'ils sont agents de développement, ils vont le voir par rapport au développement. S'ils sont économistes, par rapport à l'économie. Alors que pour résoudre ce type de problème, en tout cas tenter de le résoudre, il faut passer en revue tous les problèmes, notamment les aspects culturels et sociologiques. Donc le programme Mayele et Amotema part d'un principe assez simple, qui est celui que pour lutter contre la malnutrition, il faut être en capacité d'être autonome dans la culture des plantes et donc dans l'agriculture, mais au niveau de son jardin. C'est-à-dire que c'est le point de départ de 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, c'est de partir du principe que pour lutter contre la malnutrition, le meilleur moyen, c'est d'avoir à manger dans son jardin et de cultiver soi-même. Et à ce titre-là, il est indispensable d'avoir 2 choses essentielles qui sont les semences, c'est-à-dire les graines, parce qu'elles ne sont pas forcément à disposition autour de soi, puisque il n'y a pas eu un héritage, on va dire, constant de tout ce qui est culture. Il y a des endroits où il y a certaines plantes qu'on ne cultive plus, où il y a d'autres plantes qui seraient bien d'apporter. Et le deuxième élément, c'est l'outillage. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont empêchées de cultiver simplement parce qu'elles n'ont pas des outils comme des râteaux, des houes, des machettes, et elles sont donc limitées dans leur capacité. Cet aspect-là d'apport du matériel, alors on pourrait imaginer qu'il soit géré, on va dire, de façon classique par les bailleurs de fonds habituels, mais l'idée ici, c'est de faire intervenir les membres de famille qui aident déjà leur famille, pour les orienter à mutualiser leurs efforts au sein du programme, et pour avoir une démarche qui soit spécifique
à leur famille avec un accompagnement qui soit vraiment quasi individuel, même s'il est automatisé pour aller plus vite. L'idée, c'est vraiment de s'occuper de chaque jardin, de faire en sorte qu'il soit une réussite, parce que autour de ce jardin, eh bien, on peut imaginer un essaimage naturel des pratiques, des graines, de l'outillage, et de faire des îlots qui vont progressivement s'accroître et faire qu'on aura des îlots de nutrition, justement, qui peuvent s'installer là où les familles injectent d'un premier investissement. Donc, je vais finir juste rappeler le principe du programme. Il s'étale sur 12 mois. Chaque mois est dédié à une activité. Le premier, c'est l'inscription, c'est-à-dire faire connaissance avec celui qui souhaite aider sa famille, comprendre sa problématique, lui proposer un tableau de bord dans lequel il va pouvoir lui-même suivre l'ensemble des étapes du programme. La deuxième étape, c'est celle de rencontrer sa famille qui se trouve sur le terrain, en zone rurale, de l'identifier, de la localiser. C'est quelque chose qui, par exemple, en Europe, est très facile parce que la plupart des adresses sont référencées dans des bases de données. Et alors que, pour l'avoir expérimenté, repérer un village et savoir comment lui fournir du matériel, ça peut être très très long. C'est pour ça qu'on a dédié un mois pour cela. Ensuite, ce sera l'acquisition d'un forfait téléphonique. Ensuite du téléphone, ensuite de l'alimentation photovoltaïque pour alimenter le téléphone, sachant que l'avantage d'être en groupe, c'est de pouvoir négocier des prix, de travailler avec des transporteurs, et donc pour acheminer avec le plus de rapidité et le moins de risques les équipements. Là, on a la téléphonie donc pour assurer la formation, puisque l'idée, c'est de pouvoir proposer aux familles qui sont sur place une formation en écoutant des audios préenregistrés avec deux volets. Le premier qui sera des informations générales sur la culture et notamment sur l'agroécologie et la permaculture, qui sont des méthodes particulières qui permettent de cultiver avec le moindre effort et surtout avec le maximum de matériel locaux. Et dans la deuxième étape, il y aura une formation pour l'ensemble des plantes avec les techniques de semis, de plantation, d'entretien et de récolte, et aussi avec des explications sur les usages possibles des différentes plantes. Et donc, ensuite, donc en parallèle de cette formation, les familles vont aussi recevoir en deux lots donc les semences ou les pousses suivant les plantes dont elles ont besoin pour cultiver, et l'outillage. L'idée des deux lots, c'est de permettre d'expérimenter disons de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, dans la mesure où faut limiter le risque. Donc on aurait un premier lot avec des outillages spécialisés pour les premières semences et un second lot. Donc on peut imaginer qu'à la fin du programme, au bout des 12 mois, les familles aient pu faire leur première récolte dans leur jardin, sachant que là, le programme s'arrête, mais qu'on pourrait voir à terme une continuité avec un suivi auprès des familles. Voilà, donc ça, j'ai représenté le programme qui a été, disons, qui est du point de vue de l'utilisateur le plus simple possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment décharger celui qui va investir dans sa famille. On est vraiment dans le domaine du service à la personne, et donc la personne se met en relation avec sa famille, suit de façon très éloignée, mais tout ce qui est problème technique, problème de logistique, choix des matériaux, choix expertise technique, il est déchargé de ça et il s'en remet donc à la coordination du programme que j'assurais moi-même, le temps de former une équipe plus large en fonction du nombre de familles qui seront intéressées par le programme. Alors, je lis le commentaire de... Ah, mais au revoir alors, Tatou Kabeya, merci pour ta visite. Donc,
Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Euh, je vais regarder un petit peu dans les commentaires. Tuc, tuc. Ah, c'est surtout des appréciations techniques. D'accord. Alors, comme j'ai pas de questions, je pense que euh, justement le programme est en général assez compris. Euh, la chose que je voudrais préciser, c'est que euh, pour ne pas, disons, il est important au démarrage d'assurer la réussite des premiers jardins. Et c'est pour ça que le projet est calibré pour une centaine de familles qui ont un profil assez particulier. Je reçois beaucoup de demandes pour appliquer le programme dans les villes. Comme j'avais expliqué la première fois, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la malnutrition à terme. Et donc, dans la problématique de malnutrition, il y a la problématique de surpopulation. Donc, pour moi, il est contre-productif d'aider en premier les personnes qui sont dans les villes parce que le résultat, ce sera euh, de faire en sorte que les gens qui sont dans les zones rurales aient envie de revenir, d'aller justement dans les villes. Donc, l'idée, c'est de faire l'inverse, c'est de rendre les zones rurales euh, de rendre les zones rurales attractives, disons viables, pour que les personnes y restent et cultivent leur jardin et rentrent dans une démarche d'autonomie. Ah oui, merci. Là, on nous assez bien expliqué, donc il n'y a pas de question. Ah si, je vois une question. Altesse Franck. Alors, quelles sont les plantes visées? Alors, on a identifié à 3 tonnes un ensemble de plantes qui sont les plantes habituelles, mais aussi des plantes plus spécifiques. Je pense notamment aux plantes médicinales. L'idée, c'est de recueillir les premières familles, de voir leurs besoins, dans quelle région elles se trouvent, pour mettre à disposition les plantes, disons les semences qui seront euh, sont les plus adaptés à leur environnement. Mais on pense bon, effectivement à tout ce qui va être habituel, comme le manioc, le maïs, éventuellement le riz, mais aussi les, euh, les plantes, les amarantes, les feuilles de manioc. Et puis surtout les fruits, parce que les avocats, les mangues, dans tous les fruits qui existent, sachant que j'ai des retours comme quoi dans certains endroits, il y a des endroits où il n'y a pas du tout de fruits et donc il y a beaucoup comment dire, de villages qui ont du mal à pouvoir comment dire, accéder à ces fruits. J'ai eu notamment une triste anecdote d'une personne qui a planté à plusieurs reprises des avocatiers et qui s'est fait voler les pousses parce que les gens manquent de pousses de fruits de fruits et légumes. Et donc, l'idée, c'est de, de donner un ensemble, une palette de plantes qu'on ne trouve pas forcément partout. Et si les familles ont déjà la plante, on ne va pas leur fournir, bien évidemment, on trouvera d'autres choses. On table sur une quinzaine d'espèces par lot, sachant que pour certains, ce sera des graines, pour d'autres, ce sera des pousses suivant les différentes plantes. Euh, L'avantage aussi, donc, ce qui nous semble important avec la formation en audio, c'est aussi de repréciser les usages et notamment les bénéfices, les bienfaits pour la santé. Alors, si les familles connaissent déjà les usages et les bienfaits, ben, tant mieux. Ça peut être une façon aussi de les conforter dedans. Mais si elles ne les connaissent pas, ça permet d'utiliser le jardin, pas juste pour manger et entre guillemets remplir le ventre, mais pour s'assurer d'une bonne santé ou en cas de maladie, donner plus ou moins plus cette plante-là qu'une autre. Euh, je vais essayer.
Oui, Raphaël, par rapport à la nécessité de regrouper géographiquement l'intervention. Alors, c'est sûr que c'est une approche, on pouvait dire on va faire région par région. Et c'est vrai que déjà le faire sur la République démocratique du Congo, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont sollicité pour le Cameroun et pour le Togo, et pour l'instant, ben, on n'est pas forcément en mesure de le faire. Euh, L'idée, c'est de plutôt automatiser un processus qui va être déployable partout où il y a des demandes. Parce que, en général, que ce soit dans la vente ou dans tous les domaines d'activité, c'est le besoin qui draine tout le reste. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et dit j'ai besoin de quelque chose, il va être prêt à faire les efforts pour. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller vers des personnes qui ont des besoins que de créer des besoins à des personnes qui n'en ont pas. Donc, l'idée avec ces 100 premières familles, c'est de dire ben, si vous avez besoin, si c'est ça, vous vous dites oui, un jardin potager pour ma famille, pour qu'ils aient des fruits et des légumes en quantité, et puis que ça dure des années, ça c'est mon besoin, je suis prêt à investir. Ben voilà, on table sur ces personnes-là, même si elles peuvent être des endroits éloignés, et là on fera l'effort, et c'est la force de mutualiser, c'est-à-dire que ben, les transporteurs, on peut dire, ben, on est peut-être 5 transporteurs, un par région, avec lequel on dit, ben, si ça se répand, ben, on aura des contrats privilégiés avec vous. Et donc, on se spécialise dans le transport parce que c'est une composante qui va permettre de faire le déploiement. Et c'est, à mon sens, ces capacités-là de faire pour tout le monde qui va permettre de déployer à plusieurs endroits et faire en sorte que on aurait ces îlots effectivement et que ça va surtout durer moins de temps. Parce que de faire en séquentiel, l'embêtant, c'est que ça dure longtemps. Alors, je vois une question. Euh, alors, je vois Boris qui demande que faire s'il y a plusieurs personnes dans la parcelle. Euh, oui, alors euh, là, c'est aussi l'intérêt de travailler avec les familles. Je pense que la famille qui investit dans la démarche, c'est à elle d'identifier le responsable. C'est ça aussi qui compte, c'est d'avoir on va dire, une action tripartite avec un médiateur potentiel, donc une personne qui va dire, ben voilà, dans tel endroit, c'est tel responsable qui va s'occuper de faire le jardin dans lequel j'ai investi. Euh, et ensuite, on s'attend fortement à des problèmes, des envies, des jalousies, ce genre de choses, mais ça doit être géré dans le cadre familial. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'aller vers un tiers et de ne pas être, on va dire, dans l'humanitaire, on va aider des gens comme ça. On aura ce tiers qui est le garant du bon fonctionnement de la démarche et avec qui on va pouvoir relayer les informations, l'aider à aider sa propre famille et éventuellement à mutualiser ses efforts avec des personnes qui sont ailleurs. Alors, pourquoi pas introduire ça au cours secondaire? À la formation pour, oui, pour faire les jardins. C'est disons, c'est en cours de... C'est au moment où j'ai détecté que, ben, il y avait des téléphones qui sont bien faits pour faire ces formations que je me suis dit, effectivement, c'est vraiment de l'enseignement, donc ça pourrait être enseigné dans le cadre scolaire. Euh, L'idée, c'est que ben, les écoles font déjà leur démarche. S'il y a des écoles qui souhaitent prendre cet enseignement et l'intégrer dans leur cursus, ben, elles sont les bienvenues. C'est une des options possibles du projet. Moi, je vois de plus en plus en Europe des écoles qui réapprennent à jardiner aux enfants et je crois que ça, c'est vraiment une bonne chose et ça doit être dans les cursus. Être autonome, savoir même comment on pousse une plante, comment on fait des graines, comment on jardine. C'était des choses que les anciens apprenaient forcément à leurs enfants et c'est vraiment dommage qu'on le fasse plus. Euh, il y a des villas. Alors,
Les villages sont effectivement pas tous connectés à Internet. Alors c'est pour ça qu'on tape sur un téléphone qui est un téléphone GSM classique. Donc c'est de la téléphonie, on va dire, simple, pour pouvoir avoir une bonne communication et le maximum de couverture. C'est pas la seule raison, c'est que aussi les téléphones qui sont pas les smartphones sont des téléphones plus robustes que les autres avec qui durent plus longtemps au niveau de la batterie. Et donc on privilégie le confort audio plutôt que les options de photos et des connexions et d'interactivité. Donc c'est un choix pour effectivement toucher le maximum de familles. Je sais qu'il y a des villages qui n'ont pas forcément Internet, mais qui ont le téléphone. Et puis il y a des personnes, des villages aussi qui ont le téléphone quand ils se déplacent un petit peu. Donc c'est aussi jouable. Dans l'option du téléphone, ce qui est appréciable, c'est que les téléphones qu'on a identifiés, ils ont une carte SD. Donc c'est une carte mémoire qu'on met dans le téléphone et qui, elle, va avoir le contenu de la formation. Et le téléphone va être utilisé principalement pour l'interaction, pour poser des questions, pour s'assurer qu'il y a un bon suivi des livraisons. Et puis s'il y a et puis aussi parce qu'on on va essayer de mettre une évaluation en place pour s'assurer que les personnes ont bien compris les contenus des formations. Donc on limite la téléphonie au maximum, mais on la conserve parce que c'est la téléphonie qui va nous permettre d'assister les personnes à distance. Même si elles sont très loin, ben, on peut interagir avec eux et les conseiller. Alors, Lampedusa, oui, oui, oui. Alors, effectivement, quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est la culture des plantes, mais ça passe aussi par qu'est-ce qu'on fait avec les aliments et la transformation. Donc, je ne pense pas que dans ces premiers jardins, on va pouvoir vraiment aborder, mais par exemple, on peut dans la description de chacune des plantes, expliquer les moyens de conservation spécifiques à chaque plante qu'on connaît, qui sont abordables, sachant aussi que quand on est dans un jardin, on n'est pas dans les problématiques qu'on a dans les villes, puisque ce qui conserve le mieux les aliments, c'est les plantes, disons, c'est les fruits sur l'arbre. Et donc, de s'adapter soi-même en disant, bah, tiens, les tomates sont en train de devenir mûres, donc dans une semaine, je les utiliserai. Et donc, on a une logique alimentaire qui se transforme quand on est dans son jardin et qu'on voit comment on s'adapte à la pousse des plantes, de ce qu'on fait naturellement, et on est plus à dire, à penser à une autre logique qui est je stocke, je conserve. Elle est là, hein, forcément, cette logique. Mais elle est restreinte dans le jardin puisqu'on s'adapte à ce que va proposer le jardin. Sachant aussi qu'on a la chance en Afrique centrale, c'est de pouvoir récolter pratiquement toute l'année. Et donc, on va s'assurer que les plantes qui sont fournies aux personnes suivant la période vont être les plus favorables à la pousse de l'époque. Et donc, ça fait partie des réapprentissages de pouvoir s'adapter au jardin et à la conservation naturelle des, des, des- des, des plantes, sachant aussi que la gestion des déchets organiques du jardin fait partie aussi de la culture du jardin, puisque si on a des fruits en plus et qui pourrissent dans le jardin, en fait, ils vont revenir à la terre et même fournir de l'engrais naturel. Donc, rien n'est perdu dans la problématique du jardin et cette culture, enfin, dire de la gestion de son environnement autour de soi, qui est presque totalement perdue dans les villes, peut être reprise dans le jardin pour faire un cycle fermé qui s'alimente. Je voudrais rappeler ici que vraiment la nature, elle est incroyable puisqu'on va avoir une graine qui va donner des centaines de fruits et chaque fruit va avoir une ou plusieurs graines qui vont eux-mêmes donner des centaines de fruits. Donc on est dans la démultiplication des capacités et quand on a enclenché la machine de la culture, sauf catastrophe bien sûr, eh bien, on se projette vraiment à long terme. Euh, oui, alors Raphaël, oui, disons, là on essaye de travailler l'urgence pour en tout cas les familles
qui vont faire le pas de débuter le plus disons, rapidement. L'idée, c'est que le programme se dépose sur un an en termes de suivi, mais il y a certaines plantes qui effectivement seront récoltées après le programme. Mais on va essayer d'avoir des plantes aussi qui poussent rapidement et de permettre aux personnes de rentrer dans une logique de justement de voir à court terme, à moyen terme et à long terme les différentes cultures. Alors, il y a des personnes qui maîtrisent vraiment tout ça déjà, hein, on en est bien conscient, mais il y en a d'autres qui ont totalement perdu pour plusieurs raisons ces habitudes-là et ces pratiques. Et donc, on s'adresse vraiment à ces personnes-là qui se trouvent démunies et sans aide extérieure peuvent pas s'en sortir, en fait. Alors, je vois... alors, je te lis un test franc, sauf que j'arrive pas à lire tout. Le bout de... Je vais essayer. Oui, oui, Altafro, ça c'est quelque chose qu'on avait parlé la dernière fois, dans le sens où le jardin, c'est peut-être pas le bon mot qu'on devrait utiliser. On l'a utilisé par opposition à l'exploitation agricole. C'est pour dire que c'est quelque chose de proche, et pour les consommateurs, c'est de la culture vivrière pour se nourrir soi-même. Mais effectivement, si on est dans des communautés, un jardin, ça peut avoir la taille d'un champ et ça peut être plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Euh, alors, aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'imaginer à l'avance comment les personnes vont s'organiser. Il y a beaucoup encore de villages qui sont dans les communautés et ça c'est très bien. Donc on suppose que si une personne et un responsable technique commencent à faire un jardin, ben, ce sera le jardin de tout le monde et on espère que les différentes familles qui sont dans les diasporas et dans les villes qui se mettent ensemble pour les mêmes communautés vont pouvoir augmenter le nombre d'outils, augmenter le nombre de graines pour pouvoir avoir les jardins les plus grands. Mais ça fait partie des choses qu'on devra, on appelle ça la mise au point, le tuning du projet, qu'on devra faire au fur et à mesure avec le retour. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir le téléphone, parce qu'on peut avoir ce retour de presque hebdomadaire, de dire ben, comment vous êtes organisé, c'est qui s'occupe du champ, qu'est-ce que vous avez besoin en plus. Peut-être qu'on ne pourra pas l'offrir dans le cadre du programme, mais tout ce retour d'expérience à différents endroits, ben, c'est a priori ça qu'on doit mûrir année après année pour offrir le- disons, les choses les plus adaptées parce que la culture, c'est fondamental. C'est-à-dire comment les gens perçoivent ce qu'on leur apporte. C'est ça qui vont faire qu'ils vont adopter une solution totalement ou au contraire la délaisser. Même si elle est bien pour eux, ils ne l'acquerront pas parce que ça leur pose plus de problèmes que de solutions. Alors, je pense que j'ai fait le tour des questions. J'attends un petit peu pour voir s'il y en a d'autres. Je vois Tatou Kabeya qui demande s'il y aura toutes les semaines euh, un Facebook Live. Ben, je suis pas sûre, c'est pas forcément mon objectif, mais s'il y a besoin, donc, moi j'ai fait, comme je disais au début, l'exercice, c'est pour me présenter, parce que pour se lancer là-dedans, il faut de la confiance. Là, on a fait un forfait qui paraît être raisonnable, donc l'idée c'est de limiter le risque. Les personnes qui sont intéressées, ben, elles peuvent investir pour le premier mois, voir ce que ça donne. Et si elles sont satisfaites, continuer ou s'arrêter. Mais il faut au démarrage cette confiance et moi je la propose disons, au travers de moi-même et de ce que j'ai fait et de mon référentiel professionnel et de mon référentiel dans 3 tonnes et au-delà. Raphaël, tu proposes d'avancer. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Alors, ben, je vais terminer juste en reprécisant que depuis la dernière vidéo, donc j'ai créé le site mayeleyamotema.org. Donc, vous pouvez y avoir des informations, vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez aussi poser des questions
et me solliciter par cet intermédiaire avec l'adresse du contact mail. J'ai aussi refondu la page 3 tonnes. Donc c'est une page Facebook à part du groupe 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, dans lequel j'ai mis les informations au fur et à mesure de Maëlia Motema. Donc vous verrez des informations sur le téléphone, sur le tableau de bord, sur les différentes choses. Tout ce que comme dans 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, ben, dès que j'avance et que j'ai quelque chose, je le mets là et donc vous pouvez le consulter. Et il y a la messagerie 3 tonnes sur laquelle vous pouvez aussi me poser des questions et diriger des personnes autour de vous qui ont envie de poser des questions. Je pense que c'est le meilleur moyen de- de- d'avancer, c'est de poser les questions parce qu'en plus, moi, ça me permet de voir le ressenti des personnes qui sont potentiellement intéressées. Comme il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais arrêter la vidéo là. Je remercie tous les participants d'être venus, et puis vos questions et vos interventions qui enrichissent la réflexion. Je vous souhaite tous une bonne soirée et j'espère pouvoir discuter avec vous inbox ou même dans 3 tonnes pour continuer l'aventure. Merci vraiment à tout le monde.